C'est vrai, quand j'ai amené la question de la spiritualité, c'était pas évident, hein. On est quand même dans un monde où les choses sont assez normées. Et c'est vrai qu'on me regardait en se disant, quelle drôle d'idée, ça fera flop et ça ne va pas aller très loin. C'est surtout ça, personne n'y croyait en fait. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on traite d'un sujet comme ça et qu'on est porté très fortement, de toute façon, quelles que soient les barrières, c'est plus fort que soi. On fonce, on y va et on y croit. Moi, j'y croyais vraiment. Et, voilà, vraiment, je suis allée jusqu'au bout et je continue à aller jusqu'au bout de la démarche. Donc, oui, donc ça, c'est quand même assez particulier. Et c'est vrai que c'est pas évident, mais voilà, c'est peut-être pour ça que je suis là avec vous. C'est parce que j'y crois beaucoup. Alors, comment les choses sont arrivées? Alors, les choses, c'est vrai, pour qu'on traite d'un sujet alors qu'il n'est pas accepté si facilement au départ, ça veut dire qu'il y a une grande force en nous qui nous pousse à le faire. Et cette force en moi, et qui peut être quelque chose qui anime beaucoup d'entre nous, c'est un sentiment d'avoir été connecté très jeune à la spiritualité, hein. Moi, j'ai eu dès l'âge de 11 ans euh, un lien fort. En fait, moi, je suis catholique. C'est au moment de ma confirmation, j'ai eu quelque chose de très fort. J'ai ressenti l'Esprit Saint sur moi. Et ça, c'est un moment très important parce que ça ouvre plein de choses sur la vie, sur la suite de la vie à venir. Donc, ça nous donne plein de messages sur notre vocation, ce qu'on va être amené à faire. En tout cas, pour moi, ça a été comme ça. Et donc, ce que je voyais, j'entendais des messages. Vous allez me dire, c'est peut-être un peu comme Jeanne d'Arc, mais bon, peut-être quand même pas à ce point-là, mais c'est un petit peu ça quand même. Et j'avais un message, je me disais, tiens, quand j'aurai à peu près 50 ans, c'était quand même assez marrant, hein, après avoir eu une vie, enfin une vie normale, une vie dans laquelle je rencontrerai mon mari, j'aurai des enfants, voilà, j'aurai cette vie de femme. Eh bien, à la cinquantaine, eh bien, je vais avoir quand même quelque chose de différent qui sera l'animation d'une communauté spirituelle. Ça, vraiment, pour moi, ça, c'était très clair. Et c'était pas avant, c'était à la cinquantaine. Allez savoir, c'est ainsi. Et donc, voilà, les choses se sont produites ainsi. Je pourrais d'ailleurs partager ensuite avec vous les raisons qui peuvent expliquer aussi l'importance de l'âge. L'âge nous rend beaucoup plus sensibles à certaines questions spirituelles, même si vous voyez, à 11 ans, donc une expérience spirituelle majeure, très forte, éblouissante, comme une grande lumière blanche, c'est quand même pas banal, c'est quelque chose qui nous marque incroyablement, qui produit une joie immense et qu'on ne va pas forcément retrouver de la même façon dans la suite de la vie, mais ça a laissé une trace qui est une trace vocationnelle de ce qu'il y a à faire dans cette vie. Voilà, c'est un peu pour résumer ce qui s'est passé pour moi. Je vais revenir, je vous raconte un peu ma vie, hein, je suis un peu désolée de ça, mais ben, de l'autre côté, ça permet de comprendre les choses. En fait, j'ai travaillé en entreprise pendant une quinzaine d'années, et parce que j'étais fascinée par le monde de l'entreprise, je trouvais qu'il s'y passait des choses vraiment passionnantes. Et j'avais besoin de comprendre les choses de l'intérieur. J'ai pas fait un cursus d'études très long, j'ai fait juste un bac+2, hein, et je suis tout de suite allée dans le monde de l'entreprise qui me fascinait. Et ensuite, j'ai repris un cycle d'études et là, j'ai vraiment eu l'envie de faire de la recherche. Et faisant de la recherche, vraiment, quand on découvre l'univers de la recherche qui permet de faire sens, de découvrir des choses assez extraordinaires, je trouvais que c'était un monde, en plus, qui nous amène
à faire preuve quand même de méthodologie, d'un certain recul, de ne pas affirmer n'importe quoi et de se rapprocher de l'univers de la connaissance. C'est quelque chose qui est absolument passionnant. Donc, je me suis lancée là-dedans en traitant de sujets qui étaient assez généralistes, hein. Moi, j'ai fait une thèse sur le comité d'entreprise européen. Donc, ce qui m'intéressait, c'était le monde syndical, c'était voilà, les arènes conflictuelles dans les grandes entreprises, et c'était aussi cette dimension internationale et de l'interculturel me passionnait. Et puis, un jour, j'ai eu une première petite alerte. Le ministère du Travail me confie une mission de l'évaluation de l'appui au dialogue social dans des PME. Et là, observant ce qui se passe dans ces PME, observant le rôle des médiateurs, observant le rôle des dirigeants, écoutant les salariés, les syndicats, je me dis, mais pour que ces gens aient pu rétablir des relations après avoir vécu des situations extrêmement terribles, vraiment de conflits très durs, je me suis dit, mais pour y arriver, il y a eu quelque chose de spirituel qui s'est passé. Et ça, c'est ce que j'ai découvert donc assez vite, hein, dans le début de ma carrière, mais je l'ai laissé de côté. Je n'en ai rien fait. Je me suis dit, la présence spirituelle, je la reconnais, elle est là. Mais qu'est-ce que je peux en faire? Donc, rien ne se passait. Et puis, vous savez, c'est une affaire souvent de rencontre. Il se trouve que j'ai eu un professeur anglais à l'université. J'étais à l'université Lyon 3, Jean Moulin. Et je le retrouve une fois que je suis en poste à Paris. Et il s'était lancé dans la spiritualité et il avait ouvert un groupe de chercheurs aux États-Unis avec une ouverture franchement internationale. Donc en fait, nous, chercheurs, on a une grande association en gestion qui s'appelle l'Academy of Management. Et au sein de l'Academy of Management, il se trouve que parmi les grands dirigeants de l'AOM se trouvait un certain André Delbecq, qui malheureusement est décédé, qui était quelqu'un de vraiment totalement extraordinaire. J'ai eu la chance de le côtoyer. C'était quelqu'un qui irradiait une spiritualité vraiment incroyable. Et cet homme, qui était très reconnu dans la dimension très classique du management, a osé appuyer les demandes de créer un groupe de recherche sur la spiritualité et à l'époque aussi la religion. Et donc mon ami anglais était là et puis il me dit, bah, tiens, on est à Philadelphie, est-ce que tu peux nous faire une petite intervention dans le cadre de mon symposium sur la spiritualité? Je dis, bon, ok, je vais chercher. Et donc, j'ai simplement posé des questions autour de moi sur la manière dont les gens pouvaient définir qu'est-ce que c'était pour eux la spiritualité. Et là, vous savez, c'est l'époque où, en fait, on était quand même assez sec, hein, sur ces questions et où les gens faisaient beaucoup de confusion entre religiosité et spiritualité. Mais on avait quand même des chercheurs qui étaient un peu avancés aussi, et donc on a eu tout ça, tout est arrivé. Et dans ce contexte français qui est très particulier, qu'on ne retrouve absolument pas dans les autres pays, et qui fait que la spiritualité, il y a un côté très difficile pour nous, parce que nous sommes marqués par la rationalité, nous sommes marqués par l'esprit des Lumières qui a façonné cette rationalité, et donc le fait que les Français sont très attentifs à pouvoir justifier leur conduite d'un point de vue rationnel et en jouant sur la dimension très mentale. Et là, une fois que donc cette conférence a été faite, parallèlement, je travaillais sur un sujet qui voilà, est un peu le sujet de Laurence et d'Ivan, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur un thème très particulier qui est le thème des passages de leadership.
qu'est-ce que c'est que le passage de leadership? Donc, je m'amuse un peu à Laurence et Ivan à vous donner des définitions de chercheurs et aussi un peu de consultants quand même, parce qu'à la base, ce sont des consultants qui ont observé ce phénomène. Un passage de leadership, c'est une épreuve. C'est une épreuve que rencontre très souvent le dirigeant, parce que quand on s'intéresse au phénomène de leadership, à l'époque, on s'intéresse à celui qui incarne le leadership, à savoir le dirigeant. Mais de nos jours, on verra que c'est quelque chose qui est beaucoup plus diffus, que tout un chacun peut porter cette caractéristique de leadership. Donc, mais pour l'instant, si on se focalise dans l'entreprise à l'époque assez hiérarchisée, et on s'aperçoit que pour grandir dans sa carrière, il faut ne pas dérailler. Donc, il y a tout un champ qui a été porté par Hogan. Peut-être que ça peut vous intéresser. Il fait beaucoup de choses intéressantes sur la manière dont on va pouvoir décrypter la façon d'être d'une personne et on va pouvoir anticiper les risques de déraillement. Donc ça a été vraiment le gros travail qu'il a mené. Et Hogan est assez présent en France, hein, donc il a des antennes un peu partout et avec des approches vraiment intéressantes. En tout cas, un passage, c'est aussi donc une épreuve au cours de laquelle on va pouvoir développer son leadership. Pourquoi? Parce que si on arrive à passer l'épreuve, si on arrive à se dépasser, eh bien, on arrive à accroître son potentiel de leadership et la manière dont ça va en fait se manifester. Alors, bien souvent d'ailleurs, lorsqu'on cherche à comprendre comment le leadership évolue, comment les gens peuvent grandir en termes de leadership, bien sûr, on y voit la diversité des expériences. Plus on est stimulé, mieux c'est. C'est d'ailleurs cette diversité, elle peut être à la fois d'ordre professionnel ou d'ordre personnel, puisque ce qu'on vit dans la vie familiale ou à titre privé, les passions qu'on peut avoir, en fait, elles vont être extrêmement porteuses pour beaucoup de capacité à développer son leadership. Mais ce qu'on n'a pas vraiment évoqué, c'est la face un peu moins gaie, hein, non pas la diversité, mais l'adversité. Et donc, le passage, c'est éminemment une question d'adversité. C'est le moment où le leader se trouve face à des difficultés et cette manière qu'il va avoir de dépasser ces difficultés va en fait la plupart du temps renforcer son leadership, pas systématiquement parce que parfois certains au contraire vont dérailler, mais pour d'autres, même si le chemin est dur, s'il y a des moments voilà, où on peut vivre des burn-out, des choses vraiment dures, hein, il y en a chez les dirigeants aussi, eh bien, on passe, et c'est ça qui m'intéressait à l'époque, ce qui m'intéressait, c'était de voir la dimension spirituelle, comment elle intervenait à l'occasion de l'adversité et comment les dirigeants pouvaient rebondir, développer plus de résilience à l'issue de ces passages. Et les passages, ils peuvent être d'ordre professionnel ou d'ordre privé. Donc j'en ai mis quelques-uns là dans le carré. Le fait par exemple d'avoir un mauvais patron ou des collègues rivaux, le fait de vivre une épreuve personnelle bouleversante, de devoir équilibrer sa vie personnelle, sa vie professionnelle, le fait de manquer de reconnaissance, alors ça c'est vraiment le passage typique des DRH qui souvent doivent agir sans bénéficier de la reconnaissance de leur environnement professionnel. C'est donc assez délicat, donc beaucoup DRH m'ont parlé de ce passage-là. Il y a peut-être aussi l'idée de reprendre et transmettre, surtout pour les dirigeants, et puis prendre des décisions difficiles et échouer. Donc en voici quelques-unes, mais il en existe en fait un très grand nombre. Et à partir de là, j'ai interviewé tout un ensemble de dirigeants. Je les ai fait parler de ces passages. Donc on a fait une sorte de récit de vie
Et à partir de là, ben, on a pu évoquer des questions d'ordre spirituel liées aux vertus, liées alors aux vertus. Alors c'est un champ assez énorme, les vertus. Donc ce qui peut vous intéresser, qui est de plus en plus employé d'ailleurs. Et aussi surtout les valeurs. Donc les valeurs m'ont aussi énormément intéressée. C'est à partir de là que les choses se sont faites. Et ça a été la publication de cet ouvrage, hein, qui était prêt dès 2011, mais à l'époque, hein, on ne trouvait pas d'éditeur parce qu'on trouvait que c'était trop risqué de parler de spiritualité en France. Catherine, tu permets une question. D'où vient le titre et pourquoi tu as choisi ce titre? Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'âme, de la reconnaissance de l'âme, de la connexion à son âme. Mais en 2014, on en parlait très peu. D'où est venu Alors, ce titre et pourquoi ce titre qui était déjà audacieux en 2014? alors, il y a déjà une chose quand même, c'est que aux États-Unis, dès les années 90, on a des précurseurs qui parlent de spiritualité, qui expliquent qu'il y a une dimension spirituelle cachée dont on n'ose pas parler. Et il y a déjà des ouvrages qui sortent avec l'idée de soul. Le soul apparaît de plus en plus dans les ouvrages. Donc moi, je me dis, bah, ok, c'est difficile en France parce qu'il y a cette rationalité très forte, mais ça fait rien. Et puis, peut-être en discutant justement avec une des personnes, elle me dit, mais pourquoi tu mets pas plus, enfin, un des dirigeants, il me dit, pourquoi tu mets pas diriger avec son âme? C'est aussi lui qui m'a proposé. Donc moi, j'écoute beaucoup les personnes. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important dans le travail de chercheur, de pratiquer une écoute profonde et qui ensuite est quelque chose qu'on va pouvoir diffuser auprès des étudiants parce que ça me paraît essentiel pour comprendre le monde. Donc l'écoute profonde, voilà, est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc voilà pour cette période. Et ensuite, ben, la recherche, c'est quand vous publiez un ouvrage, bon, j'ai publié des articles aussi. Et chez nous, quand on est chercheur, normalement, la seule chose qui a de la valeur, c'est l'article scientifique. Malheureusement, l'ouvrage, pendant très longtemps, n'a eu aucune valeur. C'est d'ailleurs assez dur d'expliquer à nos étudiants, ben non, ne citez pas d'ouvrage, parce que malheureusement, ce n'est pas reconnu. C'est en train de changer. Et du coup, nous, on se rend compte qu'il y a quand même un avantage à écrire un ouvrage, c'est que beaucoup de gens lisent et que ce n'est pas quelque chose qui va être réservé à un tout petit groupe de chercheurs. Quand on écrit un article, l'article il est lu par des chercheurs uniquement et pas par tout un chacun dans les entreprises. Donc le fait d'écrire l'ouvrage, ça m'a permis en fait de me retrouver en connexion avec des gens beaucoup plus différents, hors de mon milieu professionnel, et ça m'a vraiment donné envie de créer une communauté qui ne soit pas qu'une communauté de recherche. Moi, j'avais envie d'établir des liens entre des chercheurs, déjà de les convaincre, hein, de leur dire, voilà, ça vaut la peine. La spiritualité, en fait, c'est une façon de reconsidérer tous les sujets classiques. Et là, par exemple, dans les sujets, je vais vous en parler un peu rapidement, mais il y a le sujet de l'identité. Tout à l'heure, l'une d'entre vous parlait de la raison d'être. Donc nous, on est éminemment sur les questions de raison d'être, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau organisationnel. On a d'ailleurs fait une conférence sur raison d'être et inclusion. Tout ce qui est autour de l'identité, tout ce qui nous permet de comprendre l'identité, eh bien, va être vraiment visité d'une façon différente dès lors qu'on s'empare de la spiritualité. Les choses sont différentes. Pour cela, on va par exemple employer, je vous montre un petit peu le schéma de Dilts qui nous permet voilà, de situer la spiritualité. Hein, autant, je pense que beaucoup d'entre vous sont coachs et connaissent ce schéma, où on part d'un environnement, d'un contexte, et puis on monte vers des choses un peu plus visibles dans les comportements.
puis les compétences, les capacités, les valeurs, les croyances, l'identité, et enfin, tout en haut, la spiritualité. Donc, cette spiritualité, on voit bien qu'elle va être là dans quelque chose qui nous connecte. Donc, on a vraiment une dimension transcendante de la spiritualité qui nous éclaire, qui va éclairer, qui va nous aider à mieux comprendre le champ de l'identité, parce que rien n'est séparé, bien entendu, et parce que tout communique. Donc, spiritualité, c'est quelque chose qui nous aide à visiter complètement différemment l'identité, et c'est tout l'objet des travaux que nous menons avec mes doctorants, mes anciens doctorants qui sont devenus maîtres de conférences. Donc, on publie des articles. J'ai aussi un de mes anciens doctorants qui a écrit un ouvrage sur la raison d'être authentique. Donc, Éric Gauthier. Donc, voilà, c'est tout l'enjeu. L'un des premiers enjeux est l'identité. Parce que l'identité, c'est quelque chose qui participe d'un alignement vertical. Et cette verticalité, ça fait partie d'une des manières d'aborder la spiritualité. Il y a un ouvrage qu'on n'a pas cité, mais ça a été l'ouvrage intermédiaire entre celui de 2014 et celui de 2021. Donc, on a sorti, en ayant rencontré d'autres collègues chercheurs, on s'est décidé à publier un ouvrage qui s'appelle Management et spiritualité, qui est vraiment un ouvrage de chercheurs avec l'esprit papier collationné. Et là, on a fait, si ça vous intéresse, un premier chapitre accessible en ligne. Donc, vous pouvez trouver ça, c'est aux éditions EMS, il est en ligne gratuitement. Et vous y verrez une définition. Donc, on a tenté de définir la spiritualité. Parce que, quand même, le premier point qui n'est pas évident, c'est de définir la spiritualité. Donc, nous l'avons, grosso modo, nous avons trouvé 4 grands courants, même s'il y a énormément de définitions. Il y a un premier courant qui est le courant religieux, un deuxième courant qui est le courant athéiste. Mais alors, nous, on s'est dit, on va éliminer ces 2 courants qui, malheureusement, ne nous donnent pas grand-chose sur la définition. Et en revanche, on s'est centré sur les 2 derniers courants. Le premier étant la quête de sens. Donc, la spiritualité est quelque chose qui nous aide à faire sens, à trouver du sens. Donc, tout ce qui est autour du sens, c'est un premier courant qui existe. Et puis, le deuxième courant est la transcendance. Donc, on n'est bien sûr pas tout à fait... quand on interroge les uns et les autres, certains vont vous dire moi, la spiritualité, c'est la quête de sens et j'y parviens par la transcendance. Et d'autres vont, comme c'est mon cas, mettre la transcendance en premier lieu et peut-être la quête de sens en seconde position. Donc, chacun, à mon avis, va se sentir centré sur une de ces dans un de ces 2 courants. Et puis, si on va encore un petit peu plus loin, déjà d'en diriger avec son âme, j'évoquais ceci que je voudrais partager avec vous, c'est-à-dire pour moi la croix. Pour moi, la spiritualité, c'est 2 mouvements. Un mouvement vertical. Donc, dans cette verticalité, on va y trouver toutes les questions liées à la transcendance, à l'identité, voilà, à ce qui nous aide à faire sens. C'est une sorte de principe supérieur qui va nous guider. Et puis, il y a l'horizontalité. Et l'horizontalité, elle est très présente. C'est quelque chose qui se manifeste plus largement, je trouve, plus facilement. Parce que des personnes vont évoquer la question de la bienveillance, le fait qu'on se préoccupe du bien de l'autre, qu'on va se connecter avec les autres, qu'on est connecté avec la nature, avec la planète. Chaque fois qu'on va vous parler de développement durable, de RSE, il y a une dimension d'horizontalité de la spiritualité. Donc, moi, je considère que chacun a un peu son intensité différentes. Donc, certains vont être beaucoup dans l'horizontalité, ne se posent pas trop de questions sur la verticalité. D'autres ont vraiment une clé d'entrée dans la verticalité et d'autres sont équilibrés. Parce que souvent, quand on est dans la verticalité, ça rejaillit au niveau de l'horizontalité.
Donc voilà quand même deux grands principes, deux grands mouvements, verticalité et horizontalité, qui quand même interpellent et qui font que les gens vont, à mon avis, se lancer plutôt dans tel ou tel mouvement. Donc, ça nous amène, donc tout ce petit chemin, ça nous amène à ensuite des rencontres qui vont permettre d'institutionnaliser un peu les rapports entre les uns et les autres. Donc, je vais fonder ce qu'ils appellent le GRT, Management et Spiritualité, qui est adossé au sein d'une association savante, l'association de gestion des ressources humaines, qui est une association de chercheurs. Donc, on constitue de même qu'on a fait à l'Academy of Management un GRT, Management et Spiritualité, que je copilote avec d'autres, et qui est déjà original dans le sens qu'il est ouvert à des chercheurs qui ne sont pas qu'en gestion des ressources humaines, mais en marketing. Parce qu'en marketing, il y a des personnes qui s'intéressent beaucoup à la spiritualité et qui ont déjà développé des échelles de mesure. Donc, ce sont les deux courants de la gestion qui s'intéressent à ces questions-là. Et puis, donc ce GRT vit, et ce GRT se transforme en lab. C'est au moment où, Laurence, je te rencontre, et où on dit on va essayer de donner un terme un petit peu plus fun pour attirer plus de monde, puisqu'on a envie d'attirer des personnes qui ne sont pas des chercheurs. On a envie que on puisse avoir des échanges. Et ce GRT qui devient un lab se transforme à son tour pour devenir l'association Spiritualité au travail et management. Donc, on est 4 cofondateurs. Vous êtes, si vous êtes intéressé, tout à fait invité à en faire partie. Donc, invité à aller regarder le site qui cherche à montrer tous les efforts de conférences que l'on fait pour déployer cette question de la spiritualité auprès d'une communauté de personnes intéressées par cela. Parallèlement, je suis bien contente d'avoir l'association, mais cette association, elle n'est pas que pour des chercheurs. Et nous, on a quand même besoin aussi d'être entre chercheurs. Et donc, je ressens le besoin de fonder une communauté plus étroite. Donc, en 2021, j'ai monté une communauté qui s'appelle Management et Spiritualité, c'est toujours un peu la même chose, mais avec cette fois-ci des doctorants, parce que il commence à y avoir un certain succès, et des doctorants ont envie de travailler sur ces sujets. Alors, pour vous donner un petit peu la tonalité des sujets sur lesquels on travaille, on va trouver, par exemple, un travail sur tout ce qui porte sur l'intelligence spirituelle. Donc, ça a été un premier point, et ainsi que l'engagement. Ensuite, on a un sujet qui porte sur le mentorat. Quand on est dans une relation de mentorat, la relation entre le mentor et le protégé, n'y a-t-il pas justement des transferts, des éléments qui vont circuler de l'un à l'autre et qui sont d'ordre spirituel? Et quel est l'impact de tout cela, en particulier dans le secteur public? Donc c'est une thèse qui devrait bientôt être soutenue. Et là, on s'était rendu compte que, en particulier dans certains secteurs d'activité du management public, en particulier la gendarmerie, l'armée, eh bien, sont très ouverts sur les questions de spiritualité. D'ailleurs, on a pu se poser la question, comment se fait-il? On pourrait aussi rajouter aussi les hôpitaux, la santé, le secteur de la santé aussi, est très ouvert sur les questions de spiritualité, principalement parce que ces personnes sont confrontées à la mort. Donc, dès lors qu'on est confronté à la pire des choses qui soit la mort, et qu'on se trouve souvent désemparé, eh bien, la spiritualité est quand même ce qui permet de faire sens. D'où l'intérêt, d'où des militaires qui sont absolument étonnants. Je partageais un peu avec vous une anecdote. On a fait travailler nos étudiants qui travaillent en diplôme de management public, et on leur a demandé, on leur a dit, allez interviewer les
les hiérarchiques, les généraux ou autres, sur les questions de spiritualité. Et ils nous disent, mais jamais ils vont accepter. Donc, alors, on a eu un étudiant qui a demandé à 5 généraux, en se disant, j'espère qu'il y en aura un qui acceptera. Et en fait, ils ont tous accepté. Donc, c'est dire que c'est vraiment une question qui les intéresse. On trouvera beaucoup moins ça dans d'autres secteurs. Si vous allez dans les ministères, les gens sont très peu intéressés par ces questions. Donc, ça dépend vraiment des conditions d'exercice d'une profession. On a d'autres sujets qui sont aussi traités, beaucoup sur les valeurs chrétiennes. Donc, pour le coup, on s'est dit, alors que j'ai toujours défendu une spiritualité laïque, tout en ayant moi-même vécu une expérience mystique chrétienne. Donc, mais du fait que je suis à l'université, je suis quand même obligée de faire très attention et, voilà, et de respecter la laïcité. En revanche, je me suis dit que c'était très important aussi de se dire que nous vivons avec un héritage chrétien très fort en France. Et moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir quelle est la place des valeurs chrétiennes dans le management en France. Voilà, je pense qu'à la fois, ça touche des personnes qui sont des chrétiens, des catholiques, des protestants, mais ça touche aussi, d'une façon un peu plus détournée peut-être, des personnes qui sont influencées par ces valeurs chrétiennes qui sont diffuses un peu partout dans notre culture. Donc voilà une thèse là-dessus. De même, donc, on s'intéresse aux valeurs chrétiennes, on s'intéresse aussi aux valeurs confucéennes. Donc j'ai un étudiant, un doctorant chinois, qui travaille sur la place des valeurs confucéennes dans le management chinois et comment est-ce qu'elles peuvent jouer un rôle dans l'intelligence culturelle. Hein. Quelqu'un qui va pouvoir grandir en intelligence culturelle, c'est quelqu'un qui est capable de pouvoir maîtriser la connaissance de la portée de ces valeurs confucéennes. Puis on a aussi beaucoup de sujets sur la créativité, des sujets sur l'identité, des sujets sur la transformation aussi, des sujets sur la marque employeur. Une marque employeur, c'est l'expression d'une identité organisationnelle. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer que de nombreux sujets d'actualité sont en fait revisités à l'aune de la spiritualité. On ne va pas les traiter de la même façon, on va les traiter plus en profondeur. On va devoir réfléchir aussi à des méthodologies particulières, hein, puisqu'on n'aura pas tout à fait les mêmes. Voilà, donc je vais vous présenter cet outil. En fait, cet outil il a été développé par un Britannique qui lui aussi est membre de l'Academy of Management. C'est un chercheur consultant, on va dire, qui a opéré dans ce domaine partout dans le monde. Alors, il a eu l'intelligence, si vous voulez, de poser un très petit nombre de questions à des personnes. Donc, il propose, voilà, il vous dit, voilà, on travaille sur des valeurs, il vous propose une centaine de valeurs, et vous faites une sélection, vous faites un choix forcé de 10 valeurs parmi une petite centaine. Et en fait, la répartition de ces valeurs va en dire beaucoup sur là où vous en êtes à ce moment. C'est-à-dire que vous pouvez compléter ce questionnaire tous les ans pour voir comment vous progressez. On n'est pas ici dans un modèle d'identité stable, mais on est plutôt dans un modèle d'évolution. Vous pouvez justement voir comment. On a tendance à faire beaucoup de modèles stratifiés. Ça nous vient de Maslow. Tout le monde connaît Maslow, la fameuse pyramide. Donc, quelque part, on n'est pas dans les besoins ici, mais dans la conscience. Et on est aussi inspiré par des tas d'autres modèles comme la spirale dynamique, généralement, ou même d'autres modèles sur les décisions en entreprise. En fait, on s'aperçoit qu'en Occident, je ne suis pas sûre que ce soit le cas dans les pays asiatiques, en revanche, mais en Occident, on a tendance à fonctionner sur un modèle évolutif qui nous fait passer
par ces 7 niveaux.